Je suis M. Alaramadi Force, enseignant de philosophie au complexe scolaire SIO. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre sur le développement et l'idée du progrès. C'est un chapitre qui intéresse à la fois la série A et la série scientifique. C'est quoi le développement et c'est quoi le progrès? Le développement, c'est une amélioration quantitative et qualitative des besoins d'une société. Et le progrès, c'est une marche en avant d'une société. Autrement dit, le développement est visible, mais le progrès est invisible. En d'autres termes, le développement est pratique, c'est-à-dire physique, c'est ce qu'on voit. Par exemple, lorsqu'on remarque que les routes, autant pour moi, les voies sont bitumées, lorsqu'on voit des immeubles s'élever, lorsqu'on voit encore d'autres choses pratiques, les voitures, le nombre de voitures accroissent, on appelle ça le développement. Et le progrès, c'est beaucoup plus mental. C'est un changement de mentalité. C'est pourquoi je disais tantôt que le progrès est invisible, mais le développement est visible. Alors, en grand T, nous prenons les caractéristiques du sous-développement et les causes aussi du sous-développement. Voyons d'abord ces caractéristiques. Les caractéristiques du sous-développement sont nombreuses. Nous remarquons d'abord qu'il y a une insuffisance alimentaire. Insuffisance alimentaire. En d'autres termes, lorsque une société ne mange pas à sa faim, on appelle ça insuffisance alimentaire. Et c'est l'une des caractéristiques du sous-développement. Il y a aussi l'agriculture à prédominance des moyens archaïques. Voyez-vous, l'agriculture à prédominance des moyens archaïques. Des moyens archaïques. C'est-à-dire, lorsque vous utilisez les moyens comme la daba, la roue, la coupe-coupe, etc., pour pratiquer votre agriculture, on appelle ça une caractéristique du sous-développement. Tandis que les autres utilisent des moyens sophistiqués. Dans d'autres sociétés, on remarque encore qu'il y a des moyens archaïques dans la pratique de leur agriculture. Il y a aussi faible rendement agricole. Lorsque l'agriculture est pratiquée par des moyens archaïques, cela entraîne directement un faible rendement agricole. Un faible rendement agricole, c'est-à-dire les revenus de l'agriculture ne vous permettent pas de vous prendre en charge. Lorsqu'une société ne mange pas à sa faim, ça c'est l'une des caractéristiques du sous-développement. Il y a aussi dépendance économique. Dépendance économique aux pays développés. Dépendance économique aux pays développés. Lorsque votre pays dépend des autres pays développés, ça veut dire que vous êtes un pays sous-développé.
votre pays ne manque pas de faire, de tendre la main aux pays développés, de faire ça là aux pays développés, c'est que vous êtes un pays sous-développé. Il y a également un accroissement de taux de chômage. Accroissement de taux de chômage. Taux de chômage. Cela veut dire que lorsque il y a un fort taux de chômeurs dans votre pays, c'est que vous êtes un pays sous-développé. Il y a des intellectuels formés qui ne sont pas employés, ils ne font que jouer à la carte, il y en a qui deviennent des clanman, il y en a qui ne font que jouer à la carte, etc. Ils n'ont rien à faire, c'est que vous êtes un pays sous-développé. Il y a aussi un faible niveau d'instruction. Faible niveau d'instruction. C'est-à-dire que lorsque le taux d'analphabétisme est élevé chez vous, automatiquement vous êtes un pays sous-développé. Lorsque il y a peu qui sont instruits et beaucoup est analphabète, c'est que cette société est une société sous-développée. Nous avons également un fort taux de natalité. Fort taux de natalité. Fort taux de natalité, qu'est-ce que cela veut dire? On met trop au monde. Chaque an un enfant. Chaque an un enfant. Ça veut dire que vous êtes une société sous-développée. Lorsque c'est dit quelque part que le lit du pauvre est fécond, quand on ne fait rien, il n'y a que la pratique de pacatage, permettez-moi le terme, qui constitue votre occupation. Et là, vous ne faites que mettre au monde. Dans un pays développé, il y a peu de naissances, peu de taux de naissance. Mais dans un pays sous-développé, il y a un taux de natalité croissant. Et donc, c'est un pays sous-développé. Et cela entraîne également, ou bien cela fait remarquer également, un état de santé défectueux. État de santé défectueux. État de santé défectueux. Lorsque vous arrivez dans une société et que vous remarquez que la population a une santé défectueuse, lorsque vous trouvez une population malade, lorsque même le rhume tue la population, lorsque le paludisme sévit, ailleurs les gens ne connaissent pas ce que c'est que le paludisme, mais dans certains pays, dans certaines sociétés, il y a trop de maladies qui sévissent, il y a trop de maladies qui tuent la population. C'est que ces pays-là sont classés dans les pays sous-développés. Il y en a encore plusieurs caractéristiques, mais nous allons nous en tenir à celles qui sont qu'on vient de prendre, dont on vient de prendre note. Nous allons passer aux causes. Petit 2. Les causes. 5 causes. Alors, les causes du sous-développement, on peut les classer en deux groupes, deux catégories. Il y a causes objectives et causes subjectives.
objective du sous-développement, ce sont les causes qui viennent du dehors. Et les causes subjectives, ce sont les causes qui viennent de l'intérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous ne dépendons que des pays développés, cela freine aussi notre développement. En d'autres termes, lorsque notre économie ne dépend que de l'économie des pays développés, lorsque par exemple certains pays développés ne veulent pas que nous évoluions, nous n'allons jamais nous développer. Par exemple, il y a certains pays sur cette planète qui ne font que quémander l'argent au Fonds monétaire international. Et le Fonds monétaire international conditionne toujours ses aides. Il conditionne toujours ses aides. Il n'y a pas une aide gratuite. L'aide donnée est toujours conditionnée à la politique du FMI. Par exemple, le FMI va donner 1 milliard. 1 milliard à un pays. Et le FMI va conditionner. Si vous voulez que je vous donne les 1 milliard pour le développement d'un secteur, par exemple le secteur de la santé, nous allons vous donner 5 experts. On vous donne 1 milliard pour investir dans le secteur de la santé. Mais on vous donne aussi 5 experts de santé. Et les 5 experts, chacun gagne par exemple 3 millions par mois. Et ceux-là qui vont venir, c'est vous qui allez les prendre en charge avec les 1 milliard que vous avez reçus. Faites le calcul. 3 milliards par mois fois 5 et fois le nombre d'années qu'ils vont mettre dans votre pays. Ça veut dire qu'ils repartent avec la plupart de la somme qu'ils vous ont donnée. Et que c'est vous qui allez rembourser encore les 1 milliard donnés là, vous allez les rembourser un jour et avec intérêt. Cela va freiner ipso facto le développement. Voyez-vous? Et donc, les pays sous-développés, s'ils continuent à être sous condition des pays développés, ils n'évolueront jamais. Ils n'iront jamais en avant. Il y a aussi plusieurs causes objectives. Et ouvrez vos yeux et vous allez vous rendre en évidence. Qu'est-ce qui se passe entre la France et l'Afrique? Ouvrez un peu vos yeux et vous allez vous rendre en évidence que la France n'aime jamais le développement de l'Afrique. Elle a dit, la France n'a que d'intérêt en Afrique. Elle n'a que d'intérêt. Et donc, si la France ne vise que son intérêt, ça veut dire que la France n'est jamais pour le développement des pays africains. Et donc, vous allez vous rendre compte un jour, même si aujourd'hui vous ne vous rendez pas compte, vous allez vous rendre compte un jour. Les causes subjectives. Notre malheur ne vient pas seulement du dehors. Notre malheur aussi vient de l'intérieur, vient de nous-mêmes. Nous sommes un peuple fêtard. Nous aimons trop de fêtes. Et remarquez-vous, à l'occasion de chaque fête, combien nous dépensons? Nous dépensons inutilement. Remarquez au Tchad, tout le temps, il y a Azuma, Ousoum, fête de ceci, fête de cela, et les Tchadiens dépensent énormément. C'est un manque à gagner. Nous sommes aussi un peuple qui aime le luxe. Il n'a pas intérêt, mais il va avoir une voiture. Il n'a pas inscrit son enfant dans une école de bonne formation, mais son train de vie est exorbitant. Il n'a pas donné de l'argent à la maison pour le repas de ses enfants, de sa famille. Mais ce qu'il dépense dehors, ce qu'il dépense dans les buvettes, dans des alimentations,
dépasse ce qu'il a laissé à la maison. Nous avons une mentalité qui ne nous permet pas d'évoluer. Nous avons une mentalité irrationnelle. Et si nous ne changeons pas, nous allons toujours rester à la queue des autres. Nous avons une mentalité réfractaire à la science. Certaines sociétés n'aiment pas la science. Et lorsque vous n'aimez pas la science, vous n'allez jamais évoluer. Car c'est la technique et la science qui ont permis à certains pays que nous appelons pays développés là, d'être ce qu'ils sont. Pourtant, dans certains pays du tiers-monde, ces sociétés sont restées réfractaires à la science et à la technique. Ils appellent ça la sorcellerie du blanc. Mais si c'est une sorcellerie qui a permis aux blancs d'évoluer, il va falloir qu'on embrasse cela. Comme le disait le philosophe béninois, Olé Mutonji, la science et la technique demeurent l'unique larme qui a permis à l'Europe, à l'Occident, d'être ce qu'il est. Alors, il y a parmi ces causes subjectives, il y a plusieurs causes que nous allons encore en parler dans les questions que vous allez nous poser. Nous allons passer au grand but. Notion de développement et de progrès. Grand. Notion de développement et du progrès. Petite est la conception ontologique du progrès. La conception ontologique du progrès. Deux points. Le devenir. Alors, les deux notions, le développement et le progrès. D'abord, nous allons voir le devenir. Le devenir, cela va nous renvoyer à Aristote. Et lorsqu'on va parler du devenir, on va voir l'ontologie même de la notion du progrès. Qu'est-ce qu'une ontologie? Ontologie, c'est une science qui étudie l'être. Science qui étudie l'être. On appelle ça l'ontologie. Et donc, la conception ontologique du progrès, autrement dit, la conception métaphysique. Conception métaphysique. Métaphysique. La conception métaphysique du progrès. Et évidemment, le devenir ici, c'est métaphysique. Qu'est-ce que cela veut dire? La question a été posée à Aristote. Est-ce que le développement ou bien le progrès est naturel? Le développement ou le progrès, est-ce qu'il est naturel? Aristote a dit effectivement, le progrès est naturel parce que le progrès existe dans la nature. Dans la nature, nous remarquons qu'il y a le progrès. C'est-à-dire que tout
être vivant possède en lui-même le principe de devenir autre tout en restant lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on prend l'homme possède en lui un principe qui fait qu'il devient autre tout en restant toujours l'homme. Par exemple, Abba Bourma, on prend un exemple. Un homme, Abba Bourma. Bon, Abba. Ou bien Monsieur Force, moi-même. Monsieur Force. Monsieur Force a changé. Il n'est pas resté bébé. Il est né, il a grandi, il vieillit et il continuera par vieillir tout en restant toujours là, Monsieur Force. Et ça, c'est un changement. Ça, c'est un progrès. Voyez-vous? C'est un développement. C'est une évolution qu'on remarque en l'homme. Et c'est naturel. C'est naturel. Si on prend une plante, le goyavier, le manguier, ou bien le citronnier, manguier, le manguier, une fois planté, ce n'est pas le propriétaire qui vient tirer le manguier pour grandir. Mais le manguier a un principe en son sein qui l'amène à grandir, et à devenir autre manguier que le manguier qui était encore plante, à produire même des fruits. Et donc, le progrès est naturel. En termes religieux, Dieu a placé le principe de progrès dans la nature. La nature elle-même change, tout en restant toujours la nature. Et donc, le progrès est naturel. Ce changement, ce progrès, cette évolution égale au devenir. Autrement dit, devenir égale à changement, égale à progrès, égale à évolution, égale à développement, devenir égale à émancipation. Aller en avant. Et donc, le devenir ici est synonyme du progrès. Et si le devenir est synonyme du progrès, le devenir est synonyme d'évolution, de changement, c'est que le devenir est naturel. Parce que nous remarquons que le devenir ou bien le progrès existe naturellement dans la nature. Nous passons au petit 2. La représentation économique et sociale. Petit 2. La représentation économique. Et sociale du progrès. La représentation économique et sociale du progrès. Alors, quand on a parlé d'Aristote, on était au XVIIe siècle. Mais arrivé au XVIIe siècle, par exemple, la notion de développement ou bien la notion de progrès ne va plus être métaphysique. La notion du progrès va être pratique. C'est-à-dire, le progrès à partir du XVIIe siècle nous renvoie à une cumulation des biens. La notion du progrès devient cumulative. Cette notion devient cumulative. Une cumulation des biens. Cumulation des biens meubles et des biens immeubles.
une cumulation des biens intellectuels, c'est-à-dire lorsque tu augmentes ta connaissance. Ça veut dire que tu progresses. Lorsque tu changes de mentalité, lorsque tu progresses, lorsque tu évolues économiquement et socialement, on appelle ça le progrès social ou bien le progrès économique. Cette notion de progrès-là, on va retrouver chez les encyclopédistes. Les encyclopédistes. Les encyclopédistes, c'est un regroupement des grands écrivains au siècle de la Lumière. Les Diderot, les D'Alembert, les Voltaire, etc., etc. Ceux-là vont axer le progrès sur un changement politique. Un changement politique. C'est-à-dire, lorsque l'être humain retrouve de plus en plus sa liberté politique. On appelle ça le progrès social du point de vue politique. On va aussi remarquer cette notion de progrès-là chez Auguste Comte. Auguste Comte. Il n'y a pas de pire. Auguste Comte va parler du progrès de la nature même de l'homme. La nature de l'homme change. Parce que l'homme a quitté éventuellement de l'état de nature à l'état civil. Et l'homme à l'état civil même évolue. Il évolue. Il évolue. Il évolue. Et il devient de plus en plus mieux qu'avant. Sa nature change. Il devient de la méchanceté, il devient bon. De la méchanceté, il arrive à la bonté. On appelle ça le progrès dans le changement de la nature de l'homme. C'est cette notion de progrès-là que nous remarquons évidemment dans la notion de changement ou bien dans la notion de culture. D'abord, pour parler de culture ici, avant de parler de culture, il y a nature. Donc, nous remarquons dans la notion de nature et culture. Nous remarquons dans la notion de société traditionnelle et société moderne. Lorsqu'on parle de la société traditionnelle et de la société moderne, on remarque le progrès, un changement. Nous remarquons aussi dans la notion de sous-développement. Sous-développement et développement. Et développement. Lorsqu'on parle de sous-développement, on quitte du sous-développement.